L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais dans le monde souterrain, la survie est dictée par les traducteurs. Un verbe mal utilisé, une inflexion manquée et une transaction commerciale se transforment en bain de sang. Cain Valenti était le roi de New York, un homme qui ne craignait rien d'autre que le silence d'une pièce qu'il ne pouvait contrôler. Il était à quelques minutes de tomber dans un piège tendu par la Bratva russe, aveuglé par un traducteur trop effrayé pour dire la vérité. Il avait besoin d'un miracle. Il ne s'attendait pas à le trouver chez une serveuse portant un tablier taché, servant du whisky bon marché, qui comprenait exactement pourquoi l'homme assis en face d'elle souriait. Voici l'histoire de la façon dont un verre renversé et 5 langues ont sauvé un empire mafieux. L'enseigne au néon au-dessus du Rusty Nail clignotait avec un bourdonnement mourant, projetant une lueur rouge intermittente sur le trottoir mouillé de Hell's Kitchen. À l'intérieur, l'air sentait la bière éventée, le polish au citron et l'odeur métallique caractéristique du désespoir. Hunter Bennett ajusta son tablier, dont les cordons lui rentraient dans la taille. Elle avait 26 ans, mais ses yeux reflétaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu 3 vies. Pour les habitués, les dockers, les petits voleurs et les policiers épuisés, elle était simplement Hunter, la fille tranquille qui ne se trompait jamais dans les commandes, ne souriait jamais trop et ne posait jamais de questions. C'était le but. L'invisibilité était un bouclier. La table 4 a besoin d'être essuyée, Bennett, la gérante. Un homme gras nommé Rick aboya depuis derrière le bar. Et sois alerte, on a des gros joueurs qui arrivent. Réservation privée dans la cabine du fond. Hunter acquiesça, gardant la tête baissée. Les gros joueurs au Rusty Nail étaient généralement des dealers de drogue qui avaient gagné 1 000 $ supplémentaires cette semaine-là et qui voulaient le montrer. Mais ce soir, c'était différent. L'atmosphère du bar avait changé. Le brouhaha habituel s'était tu instantanément lorsque la porte d'entrée s'était ouverte. 4 hommes étaient entrés. Ils ne se déplaçaient pas comme les dealers locaux. Ils se déplaçaient comme des prédateurs entrant dans un enclos de moutons. Ils portaient des costumes qui coûtaient plus cher que le bâtiment. De la laine italienne, des coupes sur mesure qui cachaient parfaitement leurs étuis d'épaule. Au centre se trouvait Cain Valenti. Hunter se figea près du jukebox. Tout le monde connaissait son visage. Il avait fait la une du New York Post 6 mois plus tôt, lors des procès pour racket, généralement accompagné de titres tels que l'Aube intouchable. Il était plus grand en vrai, sa présence aspirant tout l'oxygène de la pièce. Il avait les cheveux noirs coiffés en arrière, une cicatrice traversant son sourcil gauche et des yeux qui balayaient la pièce avec une précision terrifiante. « Table du fond », dit Cain. Sa voix était grave, comme un grondement de gravier. « Et videz la salle, tout le monde dehors. » Ses gardes n'eurent pas besoin de se faire prier. Ils traversèrent le bar, brandissant leurs armes glissées dans leurs ceintures. Les clients se précipitèrent, laissant leurs bières à moitié vides et leur monnaie sur les tables. « Toi aussi, ma chérie. » L'un des gardes, un homme trapu au nez cassé, grogna à l'intention de Hunter. « Laisse-la, » dit Cain en se glissant dans la banquette en cuir rouge au fond de la salle. Il ne regarda pas Hunter. Il regarda sa montre. « Quelqu'un doit apporter les boissons. Gardez-la hors de portée de voix jusqu'à ce que nous ayons besoin de nous resservir. » Hunter sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. Elle aurait dû s'enfuir. Elle aurait dû sortir par la porte de derrière et ne jamais revenir. Mais elle avait 2 semaines de retard dans le paiement du loyer de son studio dans le Queens, et Rick la licencierait sans hésiter. Elle se retira au fond du bar, faisant semblant de nettoyer des verres. 10 minutes plus tard, le deuxième groupe arriva. Ils étaient différents. Cheveux plus clairs, visage plus dur, odeur d'eau de cologne coûteuse et de tabac froid. Des Russes, la Bratva. À leur tête se trouvait Nikolai Vulov, un homme connu pour avoir donné ses rivaux en pâture aux cochons dans les marais du New Jersey. L'atmosphère dans le bar devint tendue. Un faux pas et les vitres seraient peintes en rouge. Cain s'assit en face de Nikolai. Entre eux se trouvait un homme nerveux et en sueur, vêtu d'un costume gris bon marché. Le traducteur de Cain. « Whisky » appela Cain, faisant signe à Hunter. « Une bouteille, 4 verres. » Hunter attrapa une bouteille de Macallan, la seule bonne bouteille qu'il gardait dans le coffre-fort, et 4 verres. Elle se dirigea vers la table, le cœur battant à toute rompre. Elle garda les yeux fixés sur le plateau. À son approche, la conversation s'arrêta. Elle posa les verres, ses mains ne tremblaient pas. Elle avait été mieux formée que cela.
Dites-lui, dit Kane à son traducteur en se penchant en arrière, que je suis prêt à ouvrir les ports de Newark pour ces conteneurs, mais que la taxe est de 20%. Le traducteur, un homme que Hunter avait entendu appeler Benny, déglutit bruyamment. Il regarda Nikolai et parla en russe. Il dit que vous pouvez utiliser les ports. Il demande 20%. Nikolai rit. C'était un son humide et désagréable. Il se tourna vers son propre locataire de gauche et parla rapidement en russe, d'une voix trop rapide pour que Benny puisse en saisir les nuances. Dis à ce chien d'Américain qu'il rêve. Nous prendrons les ports et dès qu'il aura signé les papiers d'accès ce soir, nous lui trancherons la gorge dans le parking. La main de Hunter se figea sur la bouteille de Macallan. Nikolai se retourna vers Kane, arborant un large sourire de requin. Il parla à nouveau en russe, plus lentement cette fois pour Benny. Dis-lui que nous acceptons ses conditions. Nous sommes heureux de faire affaire avec lui. Benny, la sueur coulant maintenant sur ses tempes, se tourna vers Kane. Patron, Nikolai dit qu'il est honoré. Il accepte les 20%. Il dit que vous êtes un homme généreux. Kane acquiesça, ses épaules se détendant légèrement. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un stylo plume en or et un document plié. Bien, dit Kane. Signons. Il dévissa le capuchon du stylo. La pointe planait au-dessus du papier. Hunter regarda le russe. Il serrait un couteau à l'aide d'un pieu sous la table, les jointures blanchies. Si Kane signait, il mourrait. S'il mourait, les témoins mourraient. Cela signifiait que Hunter mourrait. La formation qu'elle avait enfouie pendant 5 ans, les leçons de son père, le diplomate, avant qu'il ne soit assassiné à Upgrade, se remirent en marche. Hunter jeta la bouteille de whisky sur la table. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Ne signez pas, dit-elle. » Le silence qui suivit fut absolu. Kane tourna lentement la tête pour la regarder. Pour la première fois, il la voyait réellement, non pas comme une serveuse, mais comme un obstacle. Ses yeux étaient de la couleur de la glace. « Pardon ?» demanda Kane d'une voix dangereusement douce. « Faites sortir cette fille d'ici, » grogna le garde au nez cassé en s'avançant. « Il vous ment, » dit Hunter d'une voix calme, même si ses genoux tremblaient. Elle tourna son regard vers Benny, le traducteur. « Et il est incompétent. » Benny rougit. « Fermez-la, je parle couramment. » Hunter l'ignora. Elle regarda Kane droit dans les yeux. Le Russe n'a pas dit qu'il respectait vos conditions. Il a dit, « Dites à ce chien d'Américain qu'il rêve. » Il a dit à son lieutenant qu'une fois que vous aurez signé les papiers d'accès, ils vous trancheront la gorge dans le parking. Kane ne bougea pas. Il ne regarda pas les Russes. Il fixa simplement Hunter. « Vous parlez russe? Je parle 5 langues, » dit Hunter. « Et je sais que les mots « honoré » et « chien » ne se prononcent pas du tout de la même manière. » Nikolai, réalisant que le ton avait changé, aboya quelque chose en russe. Que dit-on dans ce cas? Sans hésiter, Hunter répondit dans un russe impeccable et cristallin. Son accent n'était pas celui de l'argot rude des rues de Moscou. C'était le dialecte raffiné de la haute société de Saint-Pétersbourg. Je lui dis que vous n'avez pas l'honneur nécessaire pour faire des affaires comme un homme, Nikolai Voulov. Alors, vous recourez au couteau sous la table. Le visage de Nikolai devint violet. Il se leva, renversant la table. Qui êtes-vous? Kane leva la main. Le geste était discret, mais il imposa le silence dans la salle. Ses gardes levèrent instantanément leurs armes, les pointant sur les Russes. Les Russes dégainèrent à leur tour. Le bar devint le théâtre d'une confrontation. Kane regarda Benny. Est-ce qu'elle dit la vérité? Benny était en hyperventilation. Patron, Il parle si vite. Le dialecte est difficile, pensai-je. Sortez, dit Kane. Patron, courez avant que je change d'avis. Benny se précipita hors de la cabine et se ruait vers la porte. Kane reporta son regard sur Hunter. Il regarda son uniforme bon marché, son chignon en bataille, la tache sur son tablier. Puis il regarda le calme dans ses yeux. « Asseyez-vous, » ordonna Kane. « J'ai des tables à nettoyer, » dit Hunter. Kane sortit un pistolet, un Glock noir mat, et le posa sur la table. J'ai dit « Assieds-toi, tu es ma traductrice maintenant. » Hunter hésita puis se glissa dans la banquette où Benny était assis. Elle était assise à côté de l'homme le plus dangereux de New York, en face de l'homme le plus dangereux de Moscou. « Demande-lui, » dit Kane sans quitter Nikolai des yeux, « s'il veut renégocier ou s'il veut mourir dans un bar miteux de Hell's Kitchen. » Hunter se tourna vers Nikolai. Elle imita la voix de son père.
La froideur diplomatique qui pouvait glacer une pièce. Monsieur. Valente souhaite savoir si vous préférez un nouvel arrangement ou si vous souhaitez que ce soit votre dernier repas. Personnellement, je ne recommanderais pas le poisson. Un éclair d'amusement traversa le visage de Nikolai. Il respectait la force. Il respectait l'audace et il était clairement déconcerté par la serveuse qui parlait comme une tsarine. Nikolai se rassit lentement. Il lâcha le couteau qu'il tenait sous la table. « Dis-lui, » grogna Nikolai, « 30% de taxes et je veux avoir accès à l'entrepôt de la reine. » Hunter se tourna vers Kane. Il contre-propose 30% et veut l'entrepôt de la reine. Kane tapota son arme du bout du doigt. « Dis-lui 25% et l'entrepôt de la reine est rempli des meubles de ma mère. Il peut avoir le dépôt du Bronx. » La négociation dura 1 heure. Hunter traduisait dans les deux sens, filtrant les insultes, aplanissant les différends et veillant à la clarté. Elle était brillante. Elle était précise. Finalement, ils se serrèrent la main. Aucun document ne fut signé. La confiance avait disparu. Mais un accord fut conclu. Nikolai se leva et boutonna sa veste. Il regarda Hunter avec une expression étrange. « Tu te gâches à servir des boissons, ma fille. » Il partit avec son entourage. La porte se referma. Le silence revint. Kane Valente ne bougea pas. Il se servit d'un verre de Macallan et le but d'un trait. Puis il se tourna vers Hunter. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Juste une serveuse » répondit Hunter en se levant. « Je dois retourner travailler. »« Non » dit Kane. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Vous venez de me sauver la vie et vous avez entendu les détails d'un complot criminel de plusieurs millions de dollars. »« J'ai une mauvaise mémoire » dit rapidement Hunter. « Je les ai déjà oubliés. » Kane fit signe à ses gardes. « Prenez son manteau. »« Excusez-moi » dit Hunter en reculant. « Vous n'êtes pas en sécurité ici » dit Kane d'une voix neutre. « Volkov connaît votre visage. Il sait que vous l'avez embarrassé. Si je vous laisse ici, vous serez morte demain matin. »« C'est mon problème » rétorqua Hunter. Kane s'approcha. Il sentait la poudre à canon et le savon de santal coûteux. Il tendit la main et lui toucha le menton, lui relevant le visage. « C'est mon problème maintenant » dit-il. « Vous venez avec moi. » Hunter était assis à l'arrière d'un SUV blindé, coincé entre une canne et la vitre. Les lumières de la ville défilaient, floues, traçant des traînées dorées et blanches dans l'obscurité. Elle serra contre sa poitrine son sac à dos en toile usée. Il contenait toute sa vie. Des vêtements de rechange, un passeport au nom d'Emily Vance et un médaillon avec une photo de ses parents. « Où allons-nous » demanda-t-elle, rompant le silence. Kane ne leva pas les yeux de son téléphone. Il tapait furieusement sur le clavier. « Dans un refuge, jusqu'à ce que je sache quoi faire de toi. »« Je ne peux pas aller dans un refuge. J'ai un chat, » mentit Hunter. Kane lui jeta un coup d'œil. « On t'achètera un nouveau chat. Tu ne peux pas simplement acheter un Hunter » s'interrompit. Discuter avec un mafieux était une entreprise vaine. Ils roulèrent pendant 40 minutes, quittant la ville pour les routes sinueuses de Long Island. Ils s'arrêtèrent devant un immense domaine, clôturé et gardé. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en manoir. La voiture s'arrêta. Un garde ouvrit la porte. « Bienvenue au purgatoire, marmonna-t-il. » Il la conduisit dans un hall d'entrée plus grand que tout son immeuble. Sols en marbre, lustres en cristal, œuvres d'art dignes d'un musée. L'endroit était froid, stérile et imposant. « Marco » appela Kane. Un homme grand et mince, vêtu d'un uniforme de majordome impeccable, apparut. « Oui, monsieur. Préparez la chambre bleue pour mademoiselle. » Kane marqua une pause, regardant Hunter. « Je ne connais même pas votre nom. »« Hunter, » dit-elle. « Hunter Bennett. »« Mademoiselle Bennett, » termina Kane. « Apportez-lui des vêtements. » Brûlez ceux qu'elle porte, elle sent la bière éventée. Hunter se hérissa. « Ce tablier coûte 15 $. »« Je vous rembourserai, » dit Kane sèchement. « Marco, assurez-vous qu'elle mange. J'ai des affaires à régler. » Il commença à s'éloigner vers une double porte en chêne. « Attendez, » appela Hunter. Kane s'arrêta et se retourna. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement tué? Cela aurait été plus simple. » Kane la regarda longuement. Son expression était indéchiffrable. Volkov avait raison. Il a dit « Tu gaspillais ton talent à servir des boissons. J'ai besoin d'un traducteur, Hunter. Mon dernier. » Elle démissionna ce soir-là. « Tu as le poste. » Je n'ai pas postulé. « Dans mon monde, dit Kane avec un léger sourire, on ne postule pas, on est choisi. »
Il disparut dans son bureau. Hunter fut conduite à l'étage dans une chambre qui ressemblait à une suite au Ritz. Elle prit une douche, frottant sa peau pour enlever l'odeur de clous rouillés. Elle enfila la robe de chambre en soie que Marco lui avait laissée. Elle se dirigea vers la fenêtre. En bas, des gardes patrouillaient le périmètre avec des Rottweilers. Elle était piégée. Mais en regardant son reflet dans la vitre, Hunter comprit la vérité. Elle n'était pas seulement piégée à cause de Cain Valente, elle était piégée parce qu'elle s'était exposée. Elle avait parlé russe, un russe diplomatique parfait. Si la nouvelle se répandait, si les mauvaises personnes en Europe apprenaient qu'une serveuse à New York parlait comme le défunt ambassadeur Arthur Bennett, la mafia serait le cadet de ses soucis. Les personnes qui avaient tué son père étaient toujours en liberté, et elle venait d'allumer une fusée éclairante dans l'obscurité. Elle devait partir cette nuit. Elle se dirigea vers la porte et essaya la poignée, verrouillée de l'extérieur. La panique lui monta à la gorge. Elle se dirigea vers la fenêtre. Il y avait 6 mètres de dénivelé. Soudain, la serrure cliqua. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas Cain, c'était une femme. Elle était magnifique, grande, blonde, vêtue d'une robe qui semblait avoir été peinte sur elle. Elle tenait un pistolet silencieux à la main. « Alors, » siffla la femme, « tu es de la nouvelle coqueluche du moment. » Hunter recula. « Je ne suis que la traductrice. » La femme entra dans la pièce et ferma la porte. Elle leva son arme. « Dom n'amène pas de traductrice chez lui. Il amène des maîtresses et je n'aime pas partager. » Hunter écarquilla les yeux. Elle comprit 2 choses instantanément. Premièrement, cette femme était l'ex-jalouse ou l'actuelle maîtresse de Cain. Deuxièmement, elle était défoncée. Ses pupilles étaient minuscules. « Vous vous trompez, » dit Hunter en levant les mains. « Je travaille dans un bar miteux. Je sens les frites. Vous êtes jolie. » La femme cracha d'une manière timide et tragique. « Dom adore les cosses tragiques. » Elle leva le pistolet plus haut, visant la poitrine de Hunter. « Dis au revoir, petite souris. » Hunter fixa le canon du pistolet silencieux. Son cœur battait à toute rompre contre ses côtes, mais elle continuait à contrôler sa respiration. Inspire pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes. C'était la respiration tactique que son père lui avait apprise quand elle avait 12 ans. La même année où il avait commencé à vérifier qu'il n'y avait pas d'explosifs sous sa voiture, la femme, dont Hunter apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Bianca, vibrait sous l'effet d'un cocktail de stupéfiants et de rage. Son doigt tremblait sur la gâchette. « Il n'a pas besoin de toi, marmonna Bianca, les yeux exorbités. J'étais avec lui quand il n'était personne. Je sais où les corps sont enterrés. »« Si tu me tires dessus, » dit Hunter d'une voix calme et autoritaire, « le bruit alertera les gardes dans le couloir. Même avec un silencieux, le bruit de la glissière est fort. Cain sera là dans 10 secondes. Et s'il te trouve debout devant un cadavre dans sa maison, que crois-tu qu'il te fera? » Bianca hésita. La logique perça son état d'ivresse. « Je dirais que tu m'as attaqué. »« Je porte un peignoir, » fit remarquer Hunter. « Tu as une arme. La physique ne fonctionne pas, Bianca. » Bianca plissa les yeux. « Tais-toi. » Elle s'avança, réduisant la distance, tendant l'arme pour la presser contre le front de Hunter. C'était une erreur. On ne réduit jamais la distance quand on a une arme à projectile. Cela annule l'avantage. Lorsque le métal froid toucha la peau de Hunter, l'instinct prit le dessus. Ce n'était pas un choix. C'était une mémoire musculaire gravée en elle par des agences de sécurité privées à Bruxelles et des instructeurs d'autodéfense à Vienne. La main gauche de Hunter se leva brusquement, repoussant le canon du pistolet loin de son visage. Simultanément, sa main droite saisit le poignet de Bianca, le tordant violemment vers le bas, tout en s'avançant dans l'espace personnel de la femme. Il y eut un craquement écœurant de cartilage. Bianca hurla et lâcha le pistolet. Hunter ne s'arrêta pas. Elle balaya les jambes de Bianca, projetant la femme sur la moquette moelleuse. En un clin d'œil, Hunter était sur elle, immobilisant le bras valide de Bianca avec son genou et appuyant son avant-bras contre la trachée de Bianca. Pas assez pour la tuer, mais assez pour la terrifier. La porte s'ouvrit brusquement. Cain se tenait là, sa cravate défaite, son arme à la main. Derrière lui, Marco, le majordome, tenait un fusil. Cain observa la scène. Son ex-petit ami, connu pour son caractère instable, était plaqué au sol par la serveuse effacée qu'il avait ramassée 1 heure plus tôt. Hunter leva les yeux, les cheveux tombant sur son visage.
le regard féroce. Elle a une arme, dit Hunter, essoufflé. Il est sous le lit. Kane baissa lentement son arme. Il regarda Bianca, qui sanglotait, puis Hunter. Il fit signe à Marco. Sortez Bianca d'ici, dit Kane d'une voix terriblement calme. Mettez-la dans une voiture. Conduisez-la à l'aéroport. Si elle remet les pieds à New York, elle disparaîtra. Dom, s'il te plaît. Bianca pleurait, tandis que Marco la soulevait. Elle m'a attaqué. C'est une sorcière. Marco la traîna dehors et ferma la porte. Kane rangea son arme dans son étui. Il ne s'approcha pas de Hunter. Il resta près de la porte, l'observant comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait résoudre. « Tu l'as désarmée », constata Kane. Hunter se leva, resserrant sa robe de chambre. L'adrénaline s'estompait, la laissant tremblante. « J'ai eu de la chance. Elle était défoncée. La chance, c'est de gagner à pile ou face, » dit Kane en entrant dans la pièce. Il se baissa et récupéra le pistolet sous le lit. Il éjecta le chargeur et vida la chambre d'un geste fluide, désarmant un assaillant, le plaquant au sol et contrôlant ses voies respiratoires sans le tuer. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Il jeta le pistolet vide sur la couette. Il s'approcha de Hunter, envahissant son espace. L'air entre eux crépitait d'électricité. « Qui êtes-vous, Hunter Bennett? »« Je vous l'ai dit, » mentit-elle en reculant jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du lit. « Mon père était strict. Il m'a inscrite à des cours d'autodéfense. » Kane rit. Un petit rire sec. « J'ai des hommes à mon service qui ont servi dans les Greenberries et qui n'auraient pas pu neutraliser Bianca aussi proprement. Vous vous déplacez comme un fantôme. Vous parlez russe comme une diplomate. Tu manies une arme comme un soldat. » Il posa ses mains de chaque côté d'elle, la coinçant contre le cadre du lit. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. « J'ai des ennemis, Hunter. De vrais ennemis. La Bratva, les Striades, le FBI. Si tu es une taupe, si tu travailles pour eux, dis-le-moi maintenant et je te tuerai rapidement. » Hunter le regarda dans les yeux. « Je ne travaille pour personne. Je fuis tout le monde. » Kane marqua une pause. Il chercha un mensonge sur son visage, mais il ne trouva qu'une vérité crue et douloureuse. Il recula, lui laissant de l'espace. « Bien, dit-il, car demain, nous avons du travail. »« Je ne suis pas ton soldat, Kane. »« Non, dit Kane en se dirigeant vers la porte. Tu es mon atout, et je protège mes atouts. » Il s'arrêta sur le seuil. « Dehors. Demain, nous allons faire du shopping. Tu ne peux pas rencontrer la délégation française en peignoir. » La robe l'était en soie vert émeraude, dos nu, avec une fente qui remontait jusqu'à mi-cuisse. Elle était élégante, dangereuse et coûtait plus cher que ce que Hunter avait gagné au cours des 3 dernières années. Kane se tenait au bas du grand escalier, ajustant ses boutons de manchette. Il portait un smoking qui lui allait comme une armure. Lorsqu'il entendit les talons de Hunter claquer sur le marbre, il leva les yeux. Pendant un instant, le roi de New York resta bouche bée. Hunter descendit lentement. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, révélant la ligne longue et élégante de son cou. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant que Marco avait fournies à partir du coffre-fort familial. « Ne me regarde pas comme ça, » dit Hunter en arrivant en bas de l'escalier. « Ce n'est pas professionnel. » Kane s'éclaircit la gorge, retrouvant son sang-froid. « Je vérifie s'il y a des micros. Tourne-toi. » Hunter leva les yeux au ciel, mais fit lentement un tour sur elle-même. Kane regarda la soie ondulée sur ses courbes. « Rien à signaler, » murmura-t-il. « Allons-y. » Le lieu de rendez-vous était l'Elon Nadon, l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Kane avait réservé toute la salle à manger privée. Dans la voiture, Kane l'avait briefé. « Nous allons rencontrer Jean-Paul Gaultier, pas le créateur, mais le chef de l'Union Corse. Ils contrôlent le trafic d'héroïne qui passe par Marseille. Ils veulent me faire passer leurs marchandises par mon entreprise de béton. » « Et tu veux dire oui? » demanda Hunter. « Je veux dire peut-être. Kane a dit que je devais les évaluer. Les Corses sont connus pour sourire tout en empoisonnant votre vin. Ils parlent d'un dialecte spécifique mélangé à de l'argot de rue. Tu peux gérer ça? »« J'ai passé un été en Corse, » dit Hunter en regardant par la fenêtre. « Je connais le dialecte. Un été en Corse, songea Kane. La plupart des serveuses passent leurs étés à Coney Island. » Ils arrivèrent. Le restaurant était faiblement éclairé, calme et tendu. 4 hommes étaient assis à une table ronde. Ils étaient âgés, marqués par la vie, et buvaient du vin rouge à $500 la bouteille.
Jean-Paul était un homme corpulent, moustachu, aux yeux brillants comme des perles d'huile. Il se leva lorsque Cain entra, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mu Valenté, dit Jean-Paul dans un français lourd. Vous amenez une femme à un conseil de guerre. Cain s'assit, faisant signe à Hunter de s'asseoir à côté de lui. Elle aide ma voix. Traitez-la avec le même respect que vous me traitez. Hunter se tourna vers Jean-Paul et s'exprima dans un français rapide et impeccable, ponctué de l'argot guttural et rude des docks corses. Madame Valente souhaite exprimer que bien qu'il respecte le syndicat, il préfère que ces réunions d'affaires se déroulent de manière civilisée et qu'en Amérique, nous ne rejetons pas les femmes qui sont plus intelligentes que nous. Jean-Paul haussa un sourcil. Il rit, ravi. Elle a du caractère. Bien. Passons à table. Le dîner se poursuivit, les plats se succédèrent. Oursin, pâtes aux truffes, bœuf wagyu. Hunter traduisait dans les deux sens, naviguant entre les négociations complexes. Cain était intransigeant, exigeant 40% des bénéfices. Jean-Paul insistait pour obtenir 25%. Sous la table, la main de Cain reposait sur le genou de Hunter. C'était possessif, rassurant. Chaque fois qu'elle parlait, il observait sa bouche, fasciné par la façon dont elle changeait de personnalité lorsqu'elle changeait de langue. Au moment du dessert, la tension s'était apaisée. Ils étaient sur le point de conclure un accord à 32%. C'est alors que Hunter l'entendit. Jean-Paul se tourna vers son voisin de gauche, un homme nommé Luke, et lui murmura quelque chose en riant. C'était rapide, discret et prononcé dans un dialecte local très ancien et très spécifique des montagnes de Corse. Quelque chose que presque aucun étranger ne connaîtrait. Le poison devrait faire effet dans les 10 minutes. Assure-toi que la voiture est prête pour se débarrasser des corps. Hunter sentit son sang se glacer. Elle regarda Cain. Il levait son verre de vin, le toast pour sceller l'accord. Cain, murmura-t-elle en anglais, ne bois pas. Cain se figea. Le verre resta suspendu à quelques centimètres de ses lèvres. Il ne la regarda pas, mais serra plus fort le pied du verre. Pourquoi? Demanda-t-il en souriant à Jean-Paul. Le vin, répondit Hunter en gardant un sourire figé sur le visage. Ils ont empoisonné la bouteille. Il vient de le dire à son locataire de gauche. Cain reposa lentement le verre. Jean-Paul fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas, Madame Valente. Vous ne buvez pas à notre amitié. Cain regarda Hunter. Dis-lui, dit Cain, sa voix se réduisant à un murmure meurtrier, que je ne bois à l'amitié que lorsque je sais que je me réveillerai le lendemain matin. Cain saisit soudainement un couteau à steak sur la table et, d'un mouvement fluide, le planta dans la main de Jean-Paul, la clouant à la table en acajou. Jean-Paul hurla. La pièce explosa dans le chaos. Les gardes de Cain firent éruption depuis la cuisine, armes au poing. Les gardes du corps corse cherchèrent à dégainer, mais ils furent trop lents. En quelques secondes, les Corses étaient à genoux, le canon des armes appuyé contre leur nuque. Cain se leva, redressant sa veste. Il prit son verre de vin. Il s'approcha de Jean-Paul, qui gémissait en serrant sa main transpercée. « Tu as essayé de me tuer dans ma propre ville, dit Cain. Il tendit le verre de vin au lieutenant de Jean-Paul. « Bois. » Le lieutenant secoua la tête, terrifié. « Non, bois. S'il te plaît, rugit Cain. Le lieutenant prit le verre, les mains tremblantes, et le vida d'un trait. Il s'effondra 30 secondes plus tard, de la mousse à la bouche empoisonnée au cyanure. Cain se tourna vers Hunter. Elle se tenait près du mur, pâle mais calme. « Tu m'as encore sauvé, dit-il. » Il s'approcha d'elle, l'adrénaline dilatant ses pupilles. Il se moquait des cadavres, des cris des Français ou du sang. Il saisit le visage de Hunter entre ses mains. « Qui es-tu » demanda-t-il à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un interrogatoire. C'était de l'admiration. « Je te l'ai dit, » murmura-t-elle. « Je suis la traductrice. » Cain l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. Il était intense, désespéré et avait le goût du danger. Hunter hésita une fraction de seconde, puis lui rendit son baiser, ses mains agrippant les revers de son smoking. Pendant un instant, la violence qui régnait dans la pièce s'estompa, ne laissant place qu'à la chaleur entre eux. Cain interrompit le baiser, haletant. Il regarda Jean-Paul. « Faites-les sortir d'ici, » ordonna Cain à ses hommes. « Laissez le patron en vie. Je veux avoir une conversation avec lui plus tard au sujet des bonnes manières. » Il prit la main de Hunter. « Allez, on s'en va. »« Où ?» demanda Hunter. « À Paris, » répondit Cain.
Ce coup a été commandité par quelqu'un de plus haut placé que les Corsicans. Nous devons trouver la source. Et tu es la seule à parler la langue. Le jet privé survolait l'Atlantique à 12 000 mètres d'altitude. La cabine était silencieuse à l'exception du ronronnement des moteurs. Hunter était assise dans un fauteuil inclinable en cuir, les yeux fixés sur les nuages. Kane était assis en face d'elle, examinant des dossiers sur une tablette. Il était resté silencieux depuis qu'ils avaient quitté le restaurant. « Tu n'as pas appris le français en un seul été », dit Kane sans lever les yeux. « Vous avez reconnu un dialecte montagnard utilisé par les bergers en Corse, » soupira Hunter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à mentir. « Pas complètement. Mon père était Arthur Bennett, » dit-elle doucement. Kane releva brusquement la tête. Il laissa tomber la tablette. Arthur Bennett, l'ambassadeur américain en Serbie, celui qui avait été assassiné dans l'attentat à la bombe de B-Grade il y a 5 ans. « Oui, » répondit Hunter. « J'étais dans la voiture derrière lui. J'ai vu ce qui s'est passé. » Kane la fixa du regard. Les pièces du puzzle s'assemblaient. « C'est pour cela que tu as suivi cette formation, que tu fais partie du corps diplomatique, que tu as une équipe de sécurité privée. » « J'ai été préparé à suivre ses traces, » dit Hunter. « Je parlais 5 langues à l'âge de 20 ans. Conduite tactique, négociation. Mais après sa mort, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un attentat terroriste. C'était un assassinat. Quelqu'un au sein du département d'État l'a trahi, et ils savent que vous l'avez vu. » Kane comprit. « J'ai trouvé ses journaux. » Hunter dit qu'il enquêtait sur un réseau de blanchiment d'argent qui reliait des politiciens européens à la mafia. Un syndicat spécifique. « Lequel ?» demanda Kane. Hunter le regarda. « Le vôtre, Kane. Ou du moins une branche de celui-ci. » Kane se leva. « C'est impossible. Mon père dirigeait la famille il y a 5 ans. Il avait un code. Pas de politique, pas de terrorisme. Peut-être pas ton père, a dit Hunter, mais quelqu'un de son entourage. L'avion a viré. L'interphone a bipé. Monsieur Valenté, la voix du pilote a grésillé. Nous avons un problème. Le contrôle aérien de Paris vient de signaler notre numéro d'immatriculation. Interpol nous attend sur le tarmac. Kane a juré. Ils nous ont trouvés. Ce n'est pas Interpol, a dit Hunter en se levant. Le vrai Interpol ne signalerait pas l'avion. Ils attendraient que nous atterrissions pour nous arrêter discrètement. S'ils font une scène, c'est un piège. Ils veulent nous séparer. Comment le sais-tu? Parce que c'est comme ça qu'ils ont eu mon père, dit Hunter, les yeux froids. Kane attrapa un sac de parachute dans le coffre de secours. « Tu sais sauter? » Hunter le regarda comme s'il était fou. « Du parachutisme? »« Non, absolument pas. »« Eh bien, apprends vite, » dit Kane en lui attachant le harnais, « parce que nous n'atterrirons pas à Paris. Nous allions sauter au-dessus de la campagne française. »« Kane, c'est de la folie. C'est une question de survie, Hunter. » Il la serra contre lui et boucla les sangles. « Fais-moi confiance, je ne te laisserai pas tomber. » Il ouvrit la trappe arrière. Le rugissement du vent était assourdissant. L'air glacial s'engouffra dans la cabine. En dessous d'eux, les lumières de la campagne française scintillaient comme des étoiles lointaines. « À 3 !» cria Kane. « Je te déteste !» hurla Hunter. « Je sais. » Kane l'attrapa et ils plongèrent ensemble dans le vide noir. Le monde n'était plus qu'un vide hurlant, fait de vent glacial et d'obscurité terrifiante. Lorsque le parachute s'ouvrit enfin, il les propulsa vers le haut avec une force qui leur brisa les os. Kane gémit, serrant Hunter si fort qu'elle en avait presque mal. 2 cœurs battaient dans le ciel nocturne au-dessus de la campagne française, dérivant vers un abîme de champs noirs. « Garde les genoux fléchis », rugit Kane par-dessus le vent. « Roule quand on touche le sol. » Le sol se précipita vers eux, non pas pour un atterrissage en douceur, mais pour une collision brutale avec la terre gelée. Ils roulèrent dans un sillon labouré, le parachute les traînant sur plusieurs mètres dans la boue avant que Kane ne parvienne à couper les cordes. Le silence s'abattit sur eux, plus lourd que le bruit. Hunter était allongé sur le dos, fixant les étoiles indifférentes, son souffle formant des volutes dans l'air glacial. Tout son corps était douloureux. Elle sentit une main attraper son épaule. Brutalement, avec urgence. « Hunter, fais ton rapport. Fracture. » Elle s'assit, grimaçant. « Je suis attaché, je crois. » Kane s'affaissa contre la terre gelée, laissant échapper un rire sombre et rauque. « Je déteste voler. Je déteste vraiment voler. »
Ils retirèrent les harnais des parachutes et les enterrèrent sous un tas de broussailles mortes. Le froid était immédiat et mordant. La robe de soirée de Hunter, cachée sous la combinaison de vol que Kane lui avait fait enfiler de force, n'offrait aucune protection. « Nous avons besoin d'un abri », dit Kane, sa voix reprenant son ton autoritaire. « Et nous avons besoin d'une voiture. Si le contrôle aérien a suivi notre descente, les germs sont déjà en route. » Ils marchèrent pendant 3 miles à travers les terres agricoles désolées. Le glamour de la skyline new-yorkaise semblait d'ici un rêve fiévreux. Ici, ils n'étaient que 2 survivants, marchant péniblement dans la boue. Ils trouvèrent une grange en pierre abandonnée près d'une route secondaire. À l'intérieur, ça sentait le foin sec et la vieille huile. Kane trouva une camionnette Peugeot rouillée sous une bâche. Il la démarra avec l'efficacité d'un homme qui avait volé des voitures bien avant de les acheter. Alors que le moteur démarrait en crachant, le chauffage souffla de la poussière et de l'air tiède dans la cabine. Hunter frissonna violemment, son adrénaline chutant brutalement. Kane se pencha et l'attira vers lui. Ce n'était pas sexuel, c'était un transfert de chaleur. Il lui frotta vigoureusement les bras. « Reste avec moi, Hunter. Ne tombe pas en état de choc. »« Je ne suis pas en état de choc, » dit-elle en claquant des dents. « Je réalise simplement que mon espérance de vie a considérablement diminué depuis que je t'ai rencontré. » « Elle a en fait augmenté, » corrigea Kane, les yeux rivés sur la route alors qu'il les conduisait vers Paris. « Avant moi, tu mourais d'ennui. Maintenant, tu es juste exposé au risque des balles. »« Réconfortant, » marmonna-t-elle. Le trajet fut long et tendu. À mesure que l'adrénaline s'estompait, la réalité de leur situation s'imposait à eux. Hunter repensa aux fichiers stockés sur la tablette qu'elle avait mise en sécurité dans son sac étanche. Elle repensa à l'image qu'elle avait vue des années auparavant. La bague au doigt de l'homme qui avait ordonné la mort de son père. « Ken, » dit-elle, rompant le silence. « La bague, le lion et le poignard. Tu as dit qu'ils appartenaient à la famille Moretti. » Ken serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Salvatore Moretti, mon conseiller, le meilleur ami de mon père. Il me faisait rebondir sur ses genoux quand j'avais 5 ans. Il m'a appris à nouer une cravate. Il m'a appris à tirer. S'il a ordonné le meurtre à Bride, dit Hunter doucement. Alors il travaille avec les factions corrompues du gouvernement depuis des années. Ce n'est pas seulement un mafieux, Kane. C'est un courtier. Il vend le chaos. Il m'a envoyé chez les Corsacans pour y mourir, dit Kane d'une voix creuse. Il savait que Jean-Paul utiliserait du poison. S lui en a probablement fourni. Kane gara le camion sur le bord de la route et coupa le moteur. Il fixait l'obscurité. Pour la première fois, l'invincible Dawn semblait brisée. « Si je retourne à New York, » murmura Kane, « je retourne dans une guerre civile. Est-ce à la loyauté de la vieille Run, ils ne me croiront pas. Alors on ne retourne pas à New York, » dit Hunter. Elle tendit la main et couvrit la sienne de la sienne. « On finit ça ici ce soir. » Kane la regarda. « S est à Paris. Il assiste au gala de minuit au Château d'Eon. C'est une vente aux enchères au marché noir. Haute sécurité, sur invitation seulement. L'ombre de lune. » Hunter réfléchit. « Mon père a enquêté sur cet endroit. C'est là que les transactions se font. Si S est là, c'est qu'il fait de la fête. Il te croit mort. »« On ne peut pas entrer, » dit Kane. « On dirait des morts vivants. On n'a ni armes, ni renforts. » Hunter sourit, un sourire froid et dangereux qu'elle avait appris à observer chez lui. « On n'a pas besoin d'armes, Kane. On a la tablette. Nous avons la vérité. Et tu m'as underscore, 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 underscore. 3 heures plus tard, le château brillait comme un joyau dans la campagne française. Des voitures de luxe étaient garées dans l'allée. Des Rolls-Royce, des Bentley, des Maybach. Une Mercedes noire élégante s'arrêta devant le voiturier. Kane Valente tenait sorti. Il avait fait une razzia dans l'un de ses refuges d'urgence dans le centre commercial Fourth Arrondissement. La boue avait disparu, remplacée par un smoking sur mesure qui épousait ses larges épaules comme une armure. Il avait l'air mortel, calme et terriblement vivant. Il a contourné la voiture et a ouvert la porte côté passager. Hunter en est sorti. Elle n'était plus de la serveuse. Elle était une vision de vengeance enveloppée de velours bleu nuit. La robe était modeste à l'avant, mais dangereusement décolletée dans le dos. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sévère et élégant,
révélant le collier en diamant que Cain avait placé autour de son cou. Elle prit son bras. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage était un masque d'ennui aristocratique. « Prête à entrer dans la fosse aux lions ?» murmura Cain alors qu'il s'approchait des imposantes portes en chêne. « Je suis la dompteuse de lions, » répondit-elle dans un souffle. La sécurité était stricte, mais le visage de Cain était son passeport. Les gardes hésitèrent, déconcertés par la vue d'un homme que l'on croyait mort, mais la peur l'emporta sur leur confusion. Ils s'écartèrent. La salle de bal était un océan de corruption. Des marchands d'armes buvaient du champagne avec des politiciens. Des trafiquants d'êtres humains riaient avec des manias de la technologie. Et là, trônant dans une loge VIP, surplombant la piste de danse, se trouvait Salvatore Moretti. Il semblait plus âgé que sur les photos, le visage rougi par le vin et la victoire. Il riait d'une blague faite par un oligarque russe, la main posée sur la table. À son petit doigt, une bague en or brillait, représentant un lion tenant un poignard. Hunter sentit une vague de nausée la submerger, suivie d'une rage froide et cristalline. C'était cette main qui avait signé l'arrêt de mort de son père. « Tiens-toi en au plan. » Cain lui souffla à l'oreille. « Ne lui montre pas que tu souffres. » Ils montèrent les escaliers menant à la loge VIP. L'air devint plus rare, plus vif. S leva les yeux lorsqu'une ombre tomba sur sa table. Son rire mourut dans sa gorge. Son verre glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Le bruit couvrit le bruit ambiant de la fête. Dom Sal haletait, le visage livide. « Mon Dieu, les informations ont annoncé l'avion. Les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées. Oncle S, dit Cain d'une voix douce, sans laisser transparaître la trahison qui lui brûlait la poitrine. Je suis difficile à tuer. Tu devrais le savoir. S se releva précipitamment, les yeux scrutant la pièce à la recherche de ses gardes du corps. Je suis tellement soulagé. Nous étions en deuil, Dom. Nous venions de porter un toast à ta mémoire. À ma mémoire, répéta Cain en s'approchant, ou au partage de mon empire. Ne sois pas ridicule. Sal rit nerveusement, le front couvert de sueur. Il regarda l'oligarque russe et le ministre français assis à la table. « Messieurs, regardez, un miracle. Le roi est de retour. » Il tourna son regard vers Hunter, plissant les yeux. « Et qui est-ce, l'aide? »« C'est grâce à elle que je suis en vie, dit Cain. Et c'est grâce à elle que vous êtes fini. » Hunter s'avança. Elle ne regarda pas Cain. Elle fixa du regard l'oligarque russe, un homme nommé Clove, qui contrôlait le réseau énergétique de l'Europe de l'Est. Elle parla en russe, rapidement, à voix basse et d'un ton menaçant. « Monsieur Clove, Salvatore vous a promis les routes maritimes Valenti dans le port de Newark, n'est-ce pas? Il vous a dit qu'avec la mort de Cain, les ports vous appartenaient. » Clove fronça les sourcils en regardant Sal. « Est-ce vrai, Salvatore? » S fit un geste de la main. « Elle ment. Ce n'est qu'une serveuse insignifiante. » Hunter ne s'arrêta pas. Elle se tourna vers le ministre français et passa à un français impeccable, digne de la Cour suprême. « Monsieur le ministre, Salvatore vous a-t-il mentionné qu'il conservait les enregistrements de vos réunions, celles concernant l'attentat à la bombe de Belgrade? Il les stocke sur un serveur sécurisé. Il appelle cela son assurance contre vous. » Le ministre se leva si vite que sa chaise se renversa. « Qu'avez-vous dit? » « Des mensonges !» Sal hurla, la panique fendant sa voix. « Elle vous monte contre moi. Garde, tuez-les. Ce sont des imposteurs. 4 gardes personnels de S ont sorti leurs armes. » La musique dans la salle de bal s'est arrêtée. La foule a poussé un cri et a reculé. Cain n'a pas bronché. Il n'a même pas cherché à prendre une arme. Il a simplement sorti la tablette étanche de la poche de sa veste de smoking et l'a jetée au centre de la table. Elle a glissé sur le marbre et s'est arrêtée devant l'oligarque russe. « Les fichiers ne sont pas sur un serveur, » dit Cain, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Ils sont juste là. » Hunter les a décryptés pendant le trajet. Chaque pôle de vent, chaque ordre d'assassinat, chaque trahison. Il regarda S dans les yeux. « Tu as enfreint le code, S. Tu as vendu la famille à des politiciens. Tu as tué Arthur Bennett. Et tu as essayé de me tuer. » S regarda la tablette, puis les visages furieux de ses alliés. L'oligarque russe prit la tablette. Il regarda l'écran, puis regarda S avec des yeux de requin. « Vous m'avez enregistré? »
demanda Cosby d'une voix grave et menaçante. Non, non, écoutez-moi. S recula, les mains en l'air. C'est du bluff. La tablette est probablement vide. Ouvrez-la, lança Hunter. S se jeta sur la tablette, mais le garde du corps du ministre français l'intercepta et le repoussa dans son fauteuil. C'est fini, se dit Kane doucement. Tu ne peux pas me faire ça, Dom, supplia S, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. Je t'ai élevé. Je l'ai faite pour la famille. Nous devions nous moderniser. Nous devions nous lancer dans la politique. Tu ne l'as pas faite pour la famille, dit Kane. Tu l'as faite pour toi. Kane se tourna vers Hunter. Allons-y, tu pars, hurla S. Tu ne peux pas me laisser ici avec eux. Ils vont me tuer. Kane marqua une pause. Il regarda l'homme qui avait été comme un père pour lui. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une profonde et épuisante pitié. Dans notre monde, dit Kane, la mort est la solution de facilité. Je te laisse avec les gens que tu as trahis. C'est un sort pire qu'une balle. Il tendit le bras à Hunter. On y va? Hunter regarda S une dernière fois. Elle vit un petit vieillard terrifié. Elle pensa à son père mort dans un attentat à la voiture piégée à Braid. Elle pensa aux années passées dans la clandestinité. Au revoir, Salvatore, dit-elle. Ils se retournèrent et s'éloignèrent. Ils descendirent le grand escalier, la tête haute, se déplaçant avec une grâce synchronisée qui fit s'écarter la foule comme la mer Rouge. Ils franchirent les lourdes portes en chêne, passèrent devant les agents de sécurité perplexes et sortirent dans l'air frais et mordant de la nuit française. Derrière eux, dans l'ombre, les cris commencèrent, puis le bruit distinct et étouffé d'un pistolet silencieux, puis le silence. Kane ne se retourna pas. Il marcha jusqu'à ce qu'ils atteignent la Mercedes noire. Il s'appuya contre le capot, laissant échapper un soupir qui semblait porter le poids de 20 ans. Il leva les yeux vers la lune. « Il est mort, » dit Kane. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Hunter. Elle se tenait à côté de lui, l'adrénaline s'estompant, la laissant tremblante. Kane se tourna vers elle. Il vit le tremblement de ses mains. Il tendit la main et les prit, la serrant contre lui. Ses yeux scrutèrent son visage, en cartographiant chaque centimètre. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il. « Tu as renversé l'Ancien Régime en 3 phrases. »« Je te l'avais dit, » dit Hunter, la voix tremblante mais fière. « Je connais le langage de la diplomatie et celui de la guerre. Tu es la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, » dit Kane. Il repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Et j'emploie des tueurs à gages. Cela signifie-t-il que j'aurai une augmentation ?» demanda-t-elle en essayant de plaisanter, bien que ses yeux fussent humides. « Non, » répondit Kane. « Cela signifie que tu es renvoyé. » Hunter se figea. « Quoi? » Kane s'approcha d'elle, éliminant l'espace qui les séparait. Il enroula ses bras autour de sa taille, la possédant complètement. « Je ne peux pas te garder sur ma liste de paye, Hunter. C'est un conflit d'intérêts. »« Un conflit d'intérêts ?» répéta-t-elle, essoufflée. « Je ne veux pas d'une traductrice, » dit Kane, la voix rauque d'émotion. « Je ne veux pas d'une employée. Je veux une partenaire. Je veux une reine. Je veux que tu te réveilles à mes côtés chaque matin et que tu me dises que je suis un idiot dans 5 langues différentes. » Il se pencha vers elle, son front reposant contre le sien. « Je t'aime, Hunter. Je crois que je t'aime depuis que tu as claqué cette bouteille de whisky sur la table. » Hunter le regarda vraiment. Elle vit les cicatrices, le danger et la loyauté écrasante. « Les horaires vont être terribles, » murmura-t-elle. « Et il n'y a pas de plan de retraite, mais les avantages, » murmura Kane en effleurant ses lèvres avec les siennes, « sont à mourir. » Hunter attrapa son col et l'attira vers elle. Marché conclu. Elle l'embrassa. Ce n'était pas le baiser désespéré de la survie, ni le baiser terrifié de l'avion. C'était un saut, un contrat écrit dans le souffle et les battements du cœur. La serveuse de Hell's Kitchen avait disparu. À sa place se tenait la matriarche de la famille criminelle Valence, et alors qu'ils se tenaient là, au clair de lune, Hunter sut que pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas besoin de traduire quoi que ce soit. Le silence était parfait. Et juste comme ça, la serveuse invisible devint la femme la plus puissante du syndicat. Hunter Bennett ne se contentait pas de traduire des mots. Elle traduisait le pouvoir, la loyauté et l'amour dans un monde qui comprenait rarement ces concepts. Kane Valente trouva sa voie,
Mais plus important encore, il trouva la seule personne capable de comprendre son silence. D'un bar miteux de New York aux salles de gala de Paris, ils prouvèrent que l'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet. C'est la vérité dite dans la bonne langue. Si vous avez aimé cette saga pleine de rebondissements mêlant mafia, romance, trahison et rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre. Que feriez-vous si vous découvriez que votre patron est un mafieux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.